J'aimerais maintenant donner la parole à Alex Merlot au sujet de l'expérience de Podemos. Justement, Éric Toussaint, on a donné quelques éléments, mais il me semble que c'est vraiment très intéressant d'entendre le témoignage d'Alex Merlot, puisque Podemos, en tant que parti inspiré par la mobilisation populaire, voilà, quel est le bilan? Quelles sont les conquêtes? Quels sont les renoncements auxquels vous avez dû être confrontés dans cet exercice du pouvoir? Merci. Bon, je pense qu'on a été d'abord confronté à la question qui se pose aujourd'hui. Est-ce que la normalisation, l'intégration au système, c'est quelque chose d'irrésistible? Je suis d'accord pour dire que cette idée qu'elle serait irrésistible, c'est en fait une idée réactionnaire qu'il faut rejeter. Si je partageais cette idée, évidemment, je ne serais pas engagé dans un parti ni dans des mouvements sociaux. Si on était condamné à répéter une fois après l'autre le même processus d'intégration, alors ça ne servirait à rien de militer en effet. Mais par contre, je pense que c'est en effet une question qui est inévitable quelque part. Je pense qu'il y a en effet une tendance à la normalisation, à l'intégration, qui traverse tous les mouvements contestataires. Donc chaque mouvement contestataire a cette obligation d'être lucide par rapport à cette tendance et d'identifier quelles sont les racines et quels sont les moyens de contester cette tendance et de résister. Alors, je pense que justement, les noms de Robespierre et Trotsky ont été cités, c'est justement des dirigeants auxquels on ne peut pas reprocher une frilosité à l'heure de vouloir conquérir le pouvoir. Au contraire, c'est précisément des gens qui sont accédés au pouvoir et, depuis cette position de pouvoir, ont eu la lucidité de dénoncer et signaler les tendances à la normalisation. Quand Robespierre parlait des livresses de pouvoir ou l'infatuation des dirigeants jacobins, ou Trotsky analyser le processus de trahison de la Révolution, ce n'était pas pour eux une façon de dire vous voyez, de toute façon, on était condamnés à répéter la même chose, mais au contraire, une façon d'alerter sur des dangers qui traversent en effet les mouvements contestataires. Et donc, je pense qu'on aurait tort de penser que cette idée de la tendance à normalisation, ce serait une trompe mentale de laquelle il faudrait se dégager pour ne pas avoir peur d'accéder au pouvoir. Au contraire, c'est un souci qu'il faut avoir pressant constamment. Donc, voilà, cette idée que la normalisation, c'est quelque chose, c'est pas seulement un danger externe qui est produit par l'ennemi, mais aussi c'est quelque chose qui trouve sa racine dans les mouvements ouvriers, dans les mouvements de contestation eux-mêmes. Donc, voilà, il faut regarder les choses en face de cette façon. Et quand on fait ça, on se rend compte qu'il n'y a pas une formule magique, une solution magique qui réglerait ce problème-là. C'est une contradiction, une dialectique qui va traverser tout mouvement de contestation. Et voilà, évidemment, quand dans tout conflit et dans tout processus social, l'issue n'est pas donnée d'avance. C'est une lutte qu'il faut mener avec toutes nos ressources. Et en effet, je pense qu'on est aujourd'hui dans une période, après l'expérience au XXe siècle de l'Union soviétique, où ce danger est très présent dans l'esprit des gens. L'idée de transformation révolutionnaire de la société est toujours tachée quelque part par l'expérience de la normalisation ou la bureaucratisation de l'Union soviétique ou d'autres expériences similaires au XXe siècle. Voilà, je parlais de Podemos tout à l'heure. Donc justement, je parlais de Podemos. Je pense que la principale vertu, l'aspect le plus intéressant de Podemos, c'est le fait qu'il est né après un grand processus de mobilisation populaire, les dits mouvements des indignés ou mouvement 15 mai, qui avait justement dénoncé très fortement la bureaucratie des partis et des syndicats, la manque de démocratie de ces organisations, la manque de transparence,
la corruption, notamment, ça avait été une des principales raisons de la révolte, et donc qui posait des exigences très claires et très fortes aux partis politiques. Donc au moment où Podemos est né, cette organisation est née quelque part en rupture avec les mouvements sociaux, parce que bon, il y avait cette idée, il suffit plus de faire une résistance populaire par la base, mais il faut aussi se poser la question de comment accéder au pouvoir. Mais quelque part, on devait répondre à toutes ces exigences et surtout s'assurer qu'on ne deviendrait pas un parti comme les autres. Et cela obligeait au parti, dès le début, à établir, disons, certaines mesures ou certaines règles qui sont censées empêcher ce processus de normalisation ou bureaucratisation. Donc, on sait qu'une des premières racines de la normalisation des partis politiques, c'est justement l'accès aux privilèges matériaux de la part des dirigeants et des représentants de ces mouvements. Une fois qu'on devient élu, député, on touche un salaire énorme, mais, qui est donné par l'État bourgeois, mais pas seulement les députés et les élus, mais y compris pour quelqu'un, un jeune sans emploi, le fait de trouver une responsabilité au sein du parti Podemos, même pas une fonction de représentation, mais juste bon, le fait de, je sais pas moi, gérer des réseaux sociaux de parti ou devenir un organisateur, trésorier, peu importe, bah, c'est déjà un avantage donné par ce parti et qui risque dans la tête des gens qui le composent, de faire devenir, le parti deviendrait, au lieu d'un moyen pour atteindre un autre but, ça peut devenir un fin en soi. Je pense que c'est une des vecteurs de cette normalisation, c'est le fait que les structures qui sont construites pour transformer la société commencent à être considérées par leurs militants comme un fin en soi qu'il faudrait toujours protéger, et maintenir et reproduire, en oubliant les fins ultimes. Bon, là, par rapport aux privilèges matériaux, une des mesures de Podemos depuis le début, c'est évidemment limiter les salaires. Ce n'est pas une nouveauté. Je pense que tous les partis communistes en général et d'autres partis ont pris ce genre de mesures. Dans le cas de Podemos, ça a été établi que le salaire maximum qui peut être touché par quelqu'un qui travaille pour Podemos ou qui est représentant, c'est des 3 SMIC. Sachant que le SMIC en Espagne est bien plus bas, même relativement, par rapport aux Belges. Donc, ça donne un salaire de base. Un salaire décent, mais un salaire modeste, donc différent au reste des partis. C'est aussi une façon de s'assurer que les gens qui représentent, qui mènent ces tâches de représentation, quelque part maintiennent un niveau de vie similaire à ceux qu'ils sont censés représenter. Quoique, il est évident qu'il y aura toujours un écart entre ces gens qui sont employés par les partis, qui touchent un salaire décent, et les millions de chômeurs précaires, etc., qui ont toujours quand même des situations moins privilégiées. C'est une critique qui a été faite à ce genre de mesures. J'ai entendu ici, par exemple, à Bruxelles plusieurs fois, c'est en se faisant, vous vous empêchez d'attirer les meilleurs professionnels. Notamment, on entend ça ici à Bruxelles, parce qu'il y a peut-être des gens qui sympathisent avec Podemos, mais qui travaillent à la commission et ont des salaires beaucoup plus élevés de ce qu'ils pourraient avoir à Podemos. Donc, en se posant la question, est-ce que je voudrais bien travailler pour ce parti? Ils ont un train de vie qui, sans être luxueux ou voilà, complètement hors de ce monde, c'est supérieur à ce qu'ils pourraient trouver à Podemos. Et donc, voilà, ils nous disent, là, vous tirez peut-être une balle dans les pieds parce que vous n'attirez pas les meilleurs gens. Je pense que ça peut être vrai dans certains cas, mais que généralement, l'idée qui sous-tend notre mouvement, c'est de mener une transformation démocratique plutôt que technocratique, c'est-à-dire une transformation qui est menée par les gens courants et donc qui ne cherche pas à se baser sur une élite de gens très qualifiés ou qui ont déjà des postes de pouvoir ou de privilèges dans nos sociétés. Je pense qu'il est d'ailleurs, cette critique, elle est d'ailleurs fausse, parce qu'au moins dans l'Espagne, il est clair qu'il y a des gens très très qualifiés et très très préparés et très très compétents
qui sont aujourd'hui en chômage ou dans des postes en dessus de leur qualification. Et donc, je pense que ce n'est pas un véritable problème pour nous d'attirer des gens très compétents. Au contraire, dès le début de Podemos, je pense que ça a été caractérisé par un grand professionnalisme, justement parce que beaucoup de gens ont trouvé le moyen, dans la construction de Podemos, d'appliquer leurs compétences, etc. Ça pose un autre, soi-disant, problème. Là, on est à la fin de la législature, donc, y compris la législature municipale, autonomique et européenne. On aura donc 3 élections au moins l'année prochaine. Et donc là, on commence à préparer les listes. Et ces derniers mois, il y a eu toute une série de gens qui ont annoncé qu'ils ne voudraient pas continuer après, ou qui démissionnent déjà, ou qui disent je ne me présenterai pas dans les listes. Et même une certaine alarme chez certains gens qu'est-ce qu'on a mal fait pour que ces gens-là, je ne répète pas. Je pense qu'on a fait beaucoup de mauvaises choses, et je pense que dans presque tous les cas, ces gens qui départent, c'est parce que quelque part, ils n'ont pas été peut-être bien traités par le parti, ou bien c'est trop de sacrifices, ou c'est trop conflictuel, trop stressant, etc. Et ils décident de partir. Je pense que si on avait des salaires plus élevés, peut-être ce serait plus difficile pour des gens qui n'en peuvent plus de dire vas-y, je vais retourner à mon poste, je vais faire une autre chose parce que je n'en peux plus. Sans vouloir dire que ces gens qui partent étaient là pour la thune, mais que forcément, si par le biais de la représentation, on arrive à avoir des salaires très élevés, ça crée forcément une dépendance par rapport à ces salaires. Donc cette limitation des salaires, ça facilite une certaine rénovation et je pense, salutable des postes de représentation. L'autre... Donc, une autre mesure, à mon avis, très importante, et qui aussi a été quelque part imposée par l'ambiance générale en Espagne après le mouvement des indignés, c'est un engagement de transparence de la part de Podemos par rapport à ses comptes, ses finances, des partis, des élus, etc. Ça répond en effet à cette mobilisation contre la corruption, contre l'opacité des partis. On a eu énormément de cas de financiation irrégulière de la part des partis au pouvoir. Et donc cette demande de comptes clairs de la part des partis, ça obligeait à Podemos à s'engager à publier l'ensemble de ces comptes, disons, de façon volontaire et préalable à toute enquête ou demande de l'État. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, l'ensemble de la gestion des fonds parlementaires qu'on reçoit au Parlement européen sont publiés sur ce qu'on appelle un portail, un site de transparence. Donc sur Internet, vous pouvez aller et voir combien moi j'ai touché, combien on m'a remboursé pour le voyage que j'ai fait la semaine dernière, etc., etc. Et comme ça pour l'ensemble de l'argent qu'on touche. Il faut dire d'abord que cette mesure, ça peut avoir un effet contradictoire, parce qu'il est évident que le fait d'avoir des comptes comme ça prend beaucoup d'efforts, et donc des postes de travail qui sont dédiés exclusivement à ça. Donc des gens qui sont embauchés par exemple par nos délégations pour publier régulièrement l'ensemble de nos comptes. Et donc plus de travail que d'autres partis qui ne font pas ça. Et donc on pourrait, et ça a été dit, en fait ça crée une bureaucratisation parce qu'on met trop de travail justement à des gestions internes du parti, etc. Bon, je pense qu'à nouveau il est faux. Je pense que c'est du travail bien investi de s'assurer justement pour faire face à cette tendance inévitable à l'autonomisation du parti, à la mauvaise gestion des sous, qu'on met ce boulot-là en œuvre. Ça fait qu'il y a 1 an et demi, il y a eu une enquête internationale menée par des journaux d'investigation sur justement les sous que les députés perçoivent tous les mois pour leurs frais des bureaux, donc c'est les dépenses dites générales, donc c'est 4 300 €
par mois qui reçoit chaque député. Et c'est une partie d'argent dont le Parlement européen met certaines règles sur quoi on peut le dépenser, sur quoi on ne peut pas le dépenser, mais qui n'est pas audité régulièrement par le Parlement européen. Il y a une possibilité à un moment donné que cette compte soit audité, mais ce qui a montré cette investigation, c'est qu'il y avait des irrégularités en fait, dans la plupart des députés européens. Donc, sur les 751 députés, il n'y en a eu que 40 qui ont présenté l'ensemble de leur comptabilité. Alors, 5 de ces députés, évidemment, c'était ceux de Podemos qui avaient déjà publié ces comptes auparavant. Donc, bon, quelque part, cette enquête, ça nous a fait une faveur. Il faut dire aussi que cette pratique, ça nous crée des problèmes, parce que ça a créé une vulnérabilité. Toute petite erreur, irrégularité, manquement dans la gestion de cet argent est exposée pour des journalistes ou pour nos ennemis, pour nous attaquer. Et ça a été le cas, je me souviens, au début de la législature, on avait ouvert un bureau parlementaire à Séville, dont le but, c'est justement de rester en contact avec les citoyens, de recevoir les mouvements sociaux, etc. Dans l'ouverture de ce bureau, on avait acheté quelques bières et sandwichs pour recevoir les gens. Évidemment, ça fait une nouvelle dans la presse de droite. Les gens de Podemos dépensent en bière l'argent qu'ils touchent au Parlement. Bon. Et ça nous oblige à être très vigilants sur ce qu'on fait. Et, voilà. Je pense qu'au-delà de ces facteurs qui touchent aux finances du parti, la construction du parti lui-même, plus généralement, les facteurs qui expliquent la normalisation, l'intégration des partis, c'est que le marxiste belge Ernest Mandel avait appelé la dialectique de conquête partielle. C'est-à-dire, disons que Marx avait dit, quand il avait écrit les manifestes communistes, les prolétaires n'ont que ces chaînes à perdre. C'est-à-dire, les prolétariats et les compléments démunis de tout moyen matériel. Donc, c'est ça qui lui fait devenir révolutionnaire, parce qu'il n'a rien à perdre à confronter et attaquer la société actuelle. L'expérience du mouvement ouvrier, ça montrait qu'en fait, il est possible d'obtenir des avancées dans le cadre du capitalisme par les mouvements ouvriers, et que justement ces avancées posent une question difficile au mouvement ouvrier. C'est-à-dire, on est arrivé jusque-là, peut-être, si on va plus loin, on va risquer ce qu'on a déjà obtenu. Et donc, ça génère nécessairement un certain conservatisme, une tendance à conservatisme dans les organisations contestataires. Et je pense à nouveau que ce n'est pas une contradiction qu'on peut justement simplement éviter par une formule, par une position. C'est un problème qui nous traverse et dont une partie de la solution reste évidemment avoir un programme clair sur où est-ce qu'on veut parvenir. Un programme qui organise et structure quelque part l'ensemble de l'activité du parti. Je pense aussi, et ce que quelque part je voulais démontrer par tout ce que je viens d'expliquer, qu'en effet, les liens avec les mouvements sociaux, ou plutôt l'existence des mouvements sociaux et l'auto-activité des mouvements sociaux, c'est un élément essentiel dans la résistance à cette normalisation. Alors, quand on dit qu'il faut maintenir les liens avec les mouvements sociaux, il est juste, mais il peut y avoir beaucoup de types de liens entre le parti et le mouvement. On peut avoir des liens clientélaires, où les mouvements en fait, deviendraient dépendants du parti, ou on peut avoir même des rapports de répression du parti par rapport aux mouvements sociaux. Donc c'est tout le temps des rapports et des liens, mais des rapports et des liens qui restent problématiques. Je pense que dans tous les cas, les rapports entre les mouvements sociaux et les partis et l'État, c'est nécessairement conflictuel. Disons, ce conflit, on ne pourra pas
l'effacer, les gommer. Et en fait, c'est un conflit sincère. À la ville de Madrid, d'où je viens, et comme Eric expliquait, c'est bon, un mouvement dont Podemos fait partie qui a pris le pouvoir. On a eu, bon, il se sont passées beaucoup de choses, mais entre autres, il y a eu une occupation, donc un squat qui a été créé par des activistes, certaines liées à Podemos ou liées au mouvement qui arrivait à la mairie de pouvoir, qui a créé un nouveau squat qui s'appelle l'Ingouvernable. C'est un nom un peu provocatrice. Et qui a créé de fortes contradictions au sein de la mairie, parce que quelque part, c'est des activistes souvent amis qui partagent les mêmes buts, mais en même temps, ça crée un problème à la corporation municipale d'avoir un bâtiment qui est squatté illégalement par des activistes. Je pense que les gens qui ont squatté ce bâtiment, ils ont eu raison, même si la mairie, c'est une mairie amie, ce n'est pas une raison pour cesser l'autoactivité des mouvements sociaux. Au contraire, il faut en profiter pour impulser l'auto-organisation des mouvements sociaux, en sachant que ça va créer des conflits, y compris au sein de notre mouvement.